Icône pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne. Les labyrinthes. À quoi servent-ils? À part faire perdre toute notion d'orientation. Comment résoudre facilement un labyrinthe? Mais d'où viennent-ils? Qui les a créés? Générique. L'histoire du labyrinthe que presque tout le monde connaît nous vient de la mythologie grecque, le roi Minos ayant enfermé le Minotaure dans le labyrinthe créé par l'architecte Dédale. Et oui, à l'origine, Dédale n'est pas un synonyme du mot labyrinthe, il s'agit du nom de l'architecte mythique du roi Minos qui l'a conçu. Mais la notion même du labyrinthe date de bien avant la Grèce antique. À la préhistoire, la symbolique du labyrinthe était déjà gravée sur des pierres, sûrement pour des raisons religieuses. Si je vous disais qu'il y a une astuce assez simple pour résoudre un labyrinthe sans piège. Pour arriver à sortir d'un labyrinthe. Et oui, si un jour vous arpentez les couloirs obscurs d'un labyrinthe possédant des pièges ou des monstres, seule votre vigilance combinée à mon astuce vous permettra de vous sauver. On y reviendra. Personnellement, je doute qu'un jour vous vous trouviez vraiment dans ce genre de situation, voire peut-être dans un cauchemar. Bon, revenons à notre pote architecte Dédale. Aujourd'hui, on attribue son nom aussi au labyrinthe. Mais saviez-vous qu'il y avait une différence entre un labyrinthe et un dédale? Le labyrinthe est composé d'un seul couloir, sans carrefour, étant souvent à la base une interprétation symbolique religieuse, comme celui de la cathédrale de Chartres. Par contre, le dédale est composé de multiples couloirs à choix multiples, avec des carrefours, des cul-de-sac, etc. Comme le dédale de Knossos en fait. Je ne comprends rien, mais je vais boire quand même. Sachant cela, vous vous rendez compte au final que presque toute la planète fait erreur sur ce point. Et pourtant, il est beaucoup plus pratique de tous les englober sous le mot labyrinthe. Même en anglais, l'erreur est là. Ceux qui sont un minimum anglophones me diront « le labyrinthe, c'est a maze en anglais ». Eh bien c'est faux. La traduction de labyrinthe en anglais, c'est Labyrinth. et la traduction de dédale en anglais, c'est Maze. Côté symbolique, le dédale a pour moi aussi une signification. Il symbolise le cheminement de notre vie et ses difficultés pour atteindre notre but. Choisis la pilule bleue. Ces choix vous menant dans d'autres directions. Choisis la pilule rouge. Ce but, si vous en avez un, se trouve à la sortie. Vous suivrez alors un chemin plus ou moins parsemé de difficultés, et la sortie en est un aboutissement. Mais certains se perdent en chemin et restent à tourner sans fin sans jamais trouver la sortie. Ceci est ma propre interprétation de la symbolique du dédale. Je ne dis pas que vous ne pouvez étendre plus en profondeur le sujet, mais je préfère toujours simplifier ce genre d'idées. Par contre, pour le côté ésotérique, je suis désolé, mais ce n'est pas avec moi que le sujet sera développé et traité, étant absolument pas partisan de ce genre de trip. Revenons plutôt à la femme du roi Minos, qui s'appelle Pasiphae, qui eut une adultère avec un taureau blanc. C'est pas moi qui le dis, c'est la légende officielle. Naquit alors le Minotaure que le roi Minos fit enfermer dans le dédale créé par son architecte du même nom, au centre de la Crète. Ceci afin qu'il ne trouve jamais la sortie et qu'en retour personne ne le découvre. Saviez-vous que le dédale du roi Minos existe plus ou moins? En effet, au XIXe siècle, l'archéologue britannique Arthur Evans n'a pas hésité à acheter l'ensemble d'un terrain en Crète après avoir repéré des indices sur le site. Il lance alors des fouilles de grande envergure et en 1878, il trouve les ruines du palais de Knossos qui avait 4000 ans. La civilisation minoenne fut découverte. Et les ruines du site peuvent effectivement faire penser à un dédale au vu de la complexité de l'édifice. Voici une carte et quelques détails de ce bâtiment. Il semblerait qu'à l'époque, il comptait plus de 1000 pièces et servait de bâtiment administratif, religieux et aussi de stockage. Un bâtiment à nul autre pareil. J'aurais vraiment pas voulu me perdre dedans. Imaginez-vous poursuivi par le Minotaure et devoir courir sans vous arrêter dans tous ces couloirs. Actuellement, nous sommes quasiment sûrs que la légende du dédale, ou du labyrinthe, et le Minotaure s'inspire de la complexité du palais de Knossos. Le labyrinthe de Hawara en Égypte. Il fut un temps où l'on croyait que pour protéger le tombeau du pharaon, les Égyptiens de l'Antiquité construisaient un labyrinthe dans la pyramide pour décourager les voleurs. Il n'en est rien. Il n'y a jamais eu de labyrinthe dans les pyramides. Des couloirs cachés, oui. Un cul-de-sac qui n'en est pas un, oui. En revanche, il y a une pyramide, celle de Hawara, commanditée par Amenemhat III,
comme dernière demeure, qui comporte une particularité. Bon, la pyramide elle-même semble un peu fatiguée, mais au sud de celle-ci se trouvait un immense temple funéraire. Les géographes Hérodote et Strabon virent le site à leur époque il y a 2000 ans, et décrivirent 12 esplanades entourées de complexes de salles et de galeries. Ils n'hésitèrent pas à lui donner le vrai nom de labyrinthe. Bon, aujourd'hui on voit que ça. Il semblerait que le labyrinthe soit enseveli. Les données que l'on possède actuellement sont bloquées par le Conseil suprême des Antiquités. Bon, bien sûr, faut imaginer. J'imagine que c'est pour freiner les pillards en attendant que démarrent les fouilles officielles. Néanmoins, en 1888, l'archéologue Flinders Petrie pensait avoir découvert le sol de ce labyrinthe. Mais aujourd'hui, grâce au radar à pénétration de sol, il semblerait que ce serait peut-être son plafond. On n'en sait pas plus, mais le jour où ils commenceront à donner des coups de pelle, on risque de tomber sur quelque chose de faramineux. On risque fort d'en entendre parler. Sur une vue satellite, on voit bien que le site est déjà répertorié en tant que labyrinthe, et on distingue certaines silhouettes rectilignes. Histoire à suivre. Dans les régions d'Arkhangelsk et de Mourmansk, en Russie, on trouve aussi d'antiques labyrinthes circulaires qui ont été érigés sûrement pour des raisons religieuses. Sur l'île Solovki, on en dénombre pas moins de 35. En revanche, comme vous pouvez le voir sur ces images, vous risquez pas de vous y perdre. Il s'agissait sûrement de symboliques pour des cérémonies religieuses dans l'Antiquité. Le plus petit mesure 5 mètres de diamètre et le plus grand 30 mètres. Par contre, si vous êtes féru de labyrinthes et que vous voulez en tester des vrais, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller très loin pour en trouver. Sous vos pieds peuvent se trouver des catacombes millénaires qui au fil des siècles sont devenues des véritables labyrinthes. En effet, ces tombeaux en commun ont été taillés et agrandis au fil des siècles et peuvent ainsi mesurer des kilomètres. Une vraie ville souterraine. Néanmoins, si vous habitez Paris par exemple et que l'idée vous vient d'aller visiter seuls ces couloirs souterrains, méfiez-vous car certains passages sont devenus des pièges dangereux et même mortels. Il est interdit de se rendre dans ces lieux, sauf si vous visitez les officiels qui sont aménagés pour des visites. Néanmoins, si vous êtes sensible à la vue des restes humains, évitez-les aussi. Des millions de squelettes datant de la purge des cimetières il y a 300 ans y sont entreposés. J'ai pour ma part déjà visité 2 fois celle de Paris et 1 fois celle de Rome. Il n'y a rien à comparer. Celles de Rome sont immenses et constituent réellement un labyrinthe. Ma dernière visite là-bas date quelque peu, mais je me souviens que l'on devait suivre une corde et surtout ne pas s'en éloigner. Et oui, comme un fil d'Ariane dans le dédale du Minotaure. Il y a 33 catacombes à Rome et seulement 5 sont ouvertes au public. Les catacombes de Saint-Sébastien, celle de Saint-Calixte, celle de Priscille, celle de Domitia et enfin celle de Saint-Inès. Les 28 autres étant considérées comme trop dangereuses pour une visite publique. À Édimbourg, la capitale de l'Écosse, se trouve une ville souterraine à part entière sous la ville actuelle. On l'appelle le Mary King's Close. Située dans la vieille ville d'Édimbourg, sous le Royal Miles, la rue la plus connue de la ville. Parfaitement visitable avec un guide, et pour ma part, l'ayant déjà fait, il s'agit vraiment d'un dédale. Quand vous y pénétrez, vous retombez directement au XVIIe siècle. La visite est d'ailleurs déconseillée aux personnes souffrant de claustrophobie et aux enfants sensibles. Le guide vous contera des histoires de meurtres commis dans ces ruelles et qui sont parfaitement authentiques. Vous tombez dans un autre monde avec des maisons entières, les ruelles, etc. À une époque, ce quartier était considéré comme très malfamé, et pour refaire l'architecture des rues de la ville, un plancher fut posé par-dessus les maisons de ce quartier, la remisant en fait en un sous-sol. Ce qui fit la part belle aux malfrats pour s'y cacher et aussi développer un monde parallèle, sans aucune lumière du jour, où régnait la prostitution, et servait aussi de logement aux assassins et voleurs de la ville. En plus des problèmes de surpopulation du Mary King's Close, on y logeait aussi les gens atteints de la peste. Charmant petit coin de villégiature. Pour mieux vous documenter là-dessus, je vous conseille de le visiter un jour, si vous n'êtes pas peureux. Et vous aurez les réelles sensations d'un labyrinthe. Et je vous déconseille de quitter le groupe de visite pour vous aventurer seul, vous risquez d'y rester un moment. Et ce lieu semble figé dans le XVIIe siècle, tout est fonctionnel. Même l'éclairage des rues et des maisons datant d'une époque plus récente. La cathédrale de Chartres est connue pour son labyrinthe dessiné sur le sol. Les interprétations du labyrinthe dans la chrétienté ont de multiples significations, comme un chemin de croix pour atteindre la foi. Je ne développerai pas plus sur ce sujet. Le labyrinthe de l'Ithaca sur l'île de Minorque, en Espagne, est un parfait exemple de ce que le dédale de la légende du Minotaure aurait pu ressembler au niveau de la construction. Des murs calcaires blancs, salis, parfaitement rectilignes, laissant peu de choix sur les repères. Le site de l'Ithaca est magnifique, il s'agit d'une ancienne carrière et le labyrinthe qui y est aménagé est facile. Les murs n'étant pas très hauts et les constructeurs ayant laissé quelques blocs comme strapontins pour pouvoir reprendre vos repères.
Il est évident que ce labyrinthe est très simpliste, vous ne pouvez réellement pas vous y perdre. Venez me chercher! Mais l'esthétique de ces murs blancs et rectilignes donne une superbe perspective architecturale. Pour simplifier le reste de la vidéo, je vais me tenir à classer le mot Dédale en tant que labyrinthe. Dans les films, le labyrinthe a toujours fasciné de par sa complexité et son architecture, comme un défi physique et mental pour chacun. Et il y a aussi cet effet de balance. Si vous vous attardez ou vous vous perdez dans un labyrinthe, en premier lieu, votre mental en subira les conséquences avant de vous mener à la mort. En revanche, si vous le résolvez rapidement, vous en obtiendrez une pleine satisfaction. La psychologie directe d'un labyrinthe est que vous savez dès le début, avant d'y entrer, que c'est quitte ou double. Si vous vous y égarez, c'est la vie que vous perdrez. On l'appellera donc la prise de risque ultime, car c'est le fondement de chacun de prendre des risques pour évoluer dans son monde. Suivant les films que vous regardez qui traitent de ce sujet, vous pouvez peut-être deviner une certaine interprétation cachée du labyrinthe. Dans le film Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro sorti en 2006, une fillette se réfugie dans un monde fantastique dont la porte est située au bout d'un labyrinthe dans une forêt. Ce labyrinthe semble être un gardien d'un autre monde, voulant peut-être signifier que seuls ceux qui le méritent peuvent le traverser. Le film Labyrinthe de 1986 avec le regretté David Bowie. Ici, le labyrinthe a plutôt une signification d'épreuve de rattrapage, comme une épreuve de vérité. Sur un coup de colère, Sarah veut voir son frère Toby disparaître alors qu'il est encore un bébé. Son vœu est exaucé et Toby se retrouve prisonnier au bout d'un labyrinthe dans un monde fantastique que Sarah doit absolument traverser. Ceci dans un temps donné. Le labyrinthe sert donc comme épreuve de vérité. Vous remarquerez en passant que le titre est faux, car c'est un dédale. Le film Shining possède aussi un labyrinthe qui est moins mis en valeur. Celui-ci est réel et non pas dans un autre monde comme les deux films précédents. Il fait partie du décor végétal d'un hôtel et servira de refuge à Danny, le fils de Jack Torrance, devenu fou, qui lui court après. Ici, le labyrinthe a plutôt une symbolique de protection du bien. Sans vouloir spoiler, car le film est vieux, le fils s'en sort et le père en meurt. Grâce au labyrinthe qui, ici, peut servir de filtre entre le mal et le bien. Le film Le nom de la rose, tiré du livre du même nom de Umberto Eco, parle de deux moines enquêteurs qui arrivent dans une abbaye du nord de l'Italie pour tenter d'éclaircir le mystère d'un moine qui est décédé mystérieusement. Pendant leur séjour, d'autres décès suivront parmi les moines. L'enquête les emmènera à découvrir que c'est un livre qui tue, et celui-ci provient de la bibliothèque interdite du monastère qui n'est autre qu'un labyrinthe dans un donjon. Ici, la symbolique veut plutôt dire que le labyrinthe protège ou cache l'interdit. Voulant presque dire « Es-tu prêt à m'affronter pour connaître l'interdit ?» Le film Le Labyrinthe, sorti en 2014. Quel nom original. Le protagoniste s'appelle Thomas et il se réveille au centre d'un labyrinthe avec d'autres gens. Il n'a aucun souvenir et à la moindre occasion, il tentera de s'en échapper. Ici, la symbolique du labyrinthe est une prison, et pour en sortir, il faut le braver, alors que celui-ci se transforme rapidement. On retrouve ici le fondement de l'épreuve de traversée que je parlais plus tôt dans cette vidéo. Si vous perdez, vous mourrez. Si vous réussissez, vous serez gratifié. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et de nouveau, faux. C'est un dédale. Dans tous les cas, le labyrinthe sert toujours de passage probatoire à un événement, ne laissant pas beaucoup d'alternatives à ceux qui s'y risquent. Mais il laisse toujours la chance comme seul juge. Parmi les labyrinthes que l'on a pu apercevoir, les plus compliqués semblent être ceux qui comportent des carrefours et embranchements tout au long du parcours, augmentant ainsi la difficulté. Je ne prends pas en compte ceux qui comportent des pièges ou des monstres qui deviennent des intervenants à part entière. Selon vous, quel est le labyrinthe le plus difficile à traverser? Je pense que tout dépend du point de vue. Lorsque l'on joue à un simple labyrinthe en vue en plan comme celui-ci, que l'on peut trouver dans un simple magazine, on nous donne d'office déjà la réponse. Et on joue uniquement sur la capacité de notre cerveau à trouver le bon chemin. Je trouve que c'est une façon trop facile de le réussir, vu que la réponse est en fait déjà sous nos yeux. La vraie difficulté d'un labyrinthe, c'est lorsque vous vous trouvez à l'intérieur de celui-ci, que vous perceviez uniquement la longueur du couloir où vous vous trouvez. Donc en totale immersion. À ce moment-là, le même labyrinthe qui vous faisait alors sourire par sa simplicité devient alors d'une très grande difficulté pour vous. Vous pouvez augmenter la difficulté d'un labyrinthe simplement avec son décor, des pièces, des couloirs et des carrefours parfaitement identiques, ne laissant aucune place aux repères. En plus de votre désorientation, le fait que vous croyez reconnaître un endroit alors que vous n'y êtes jamais venu augmente votre incertitude sur vos choix. En Angleterre, pour réduire les coûts de construction, des quartiers entiers de maisons identiques sont construites en une volée. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans une sorte de labyrinthe du point de vue du sol. Des centaines de maisons identiques alignées en ordre militaire, avec chacun un jardin de taille identique. La seule différence provient sur le numéro de maison.
Faut évidemment pas rentrer trop ivre si vous voulez pas vous retrouver dans une maison d'une mamie armée d'un fusil à pompe pour vous accueillir. Imaginez la scène. Je suis certain que c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Dans les fêtes foraines, vous pouvez tomber sur une attraction très connue, le labyrinthe de miroirs. Déjà, c'est pas des miroirs mais des vitres, et il faut savoir qu'il est très facile de tricher dans ce genre d'endroit. Il ne faut évidemment pas regarder droit devant vous. Votre œil ne faisant pas de prime abord la différence entre une vitre et une image réelle. Il vous faut regarder les supports des verres au sol ou au plafond. J'ai déjà expérimenté cela et même le forain propriétaire de l'attraction était très étonné de ma performance. Bon, je me la jouais façon moine Shaolin, très concentré, les yeux vers le bas. Somme toute très facile. Testez et vous verrez. Au début de vidéo, je vous disais qu'il y avait une façon bien précise pour trouver la sortie d'un labyrinthe, et elle est connue. Je n'invente rien. Et il ne s'agit pas d'une formule mathématique quelconque, non. Il vous faut simplement suivre constamment le mur de droite ou celui de gauche, à votre choix. Même dans un cul-de-sac, suivez toujours le même mur. Lorsque vous arrivez face au mur du fond, celui-ci se comporte alors comme la paroi du mur que vous suivez et vous implique à faire demi-tour et suivre l'autre paroi en face de ce couloir, et ainsi revenir sur vos pas jusqu'au prochain embranchement. Attention, je n'ai pas dit qu'il s'agissait là d'une manière rapide pour sortir d'un labyrinthe, mais d'une manière de résoudre toutes les possibilités jusqu'à trouver la bonne. Il est évident qu'il ne faut jamais changer de côté. Mur gauche jusqu'au bout ou mur droite jusqu'au bout. C'est souvent ainsi que sont programmées la base de certains logiciels de résolution de labyrinthe. Être perdu dans un labyrinthe est la conséquence directe d'une désorientation spatiale. Une simple technique pour vous y retrouver consiste à regarder de temps en temps derrière vous. Non pas parce que le Minotaure se trouve peut-être sur vos pas, mais parce que votre cerveau a besoin de prendre des repères d'endroits vus depuis d'autres angles de vue. Cela peut aider. Voulez-vous tester un vrai labyrinthe ? Depuis quelques années, de nombreux labyrinthes végétals ont fait leur apparition sur le globe, dont certains sont vraiment gigantesques et font tout pour vous y désorienter. Mais jamais vous y perdre. Le plus grand au monde est le labyrinthe Kamouraska à la Pocatière, proche de la ville de Québec au Canada. Les couloirs font au total 21 km de long. Si vous faites le parcours sans jamais vous tromper, vous aurez quand même parcouru 8,4 km. La surface du labyrinthe est de 266 000 m². Record enregistré au Guinness. Courage si vous voulez le tenter. Bon, c'est juste un peu loin si, comme moi, vous habitez en Europe, mais vous avez sûrement un plus proche de chez vous, qu'il soit éphémère ou permanent. En finalité, le labyrinthe, sous sa forme dédale, reste une épreuve permettant de tester toutes vos capacités physiques et mentales, ne vous laissant pas de choix autre que de perdre ou gagner. Vos choix restent décisifs et ne vous laissent aucune alternative. Le labyrinthe fascine et fascinera encore, malgré son côté ludique, et restera toujours une symbolique du choix entre perdre ou gagner. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. J'espère qu'elle fut à la hauteur de vos attentes. Je vous invite à liker, vous abonner, car c'est très important pour la suite de l'aventure sur YouTube, et aussi d'activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Ciao!